Salut, c'est Louis, bienvenue sur Cryptonation, j'espère que tu vas bien. Alors on peut pas dire que cette semaine, ça soit une semaine qui soit particulièrement brillante pour les crypto-monnaies, en tout cas pour ce qui est du cours des crypto-monnaies. Donc on est dans une semaine rouge, certains diront un bain de sang. Donc toutes les performances de crypto-monnaies sont relativement négatives, avec quelques cryptos qui s'en sortent. Donc vous avez par exemple VeChain qui s'en sort bien, très bien même, qui nous fait 20% sur 7 jours. Mais globalement, toutes les crypto-monnaies sont en baisse et en assez forte baisse, on peut le dire. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est le début d'une tendance baissière ou alors, tout simplement, est-ce que c'est une grosse correction? Le sentiment du marché, quand même, il a craint d'évoluer, on le sent, on n'est plus dans l'euphorie comme avant, mais je n'ai pas la réponse à cette question. On peut tout aussi bien avoir un regain d'attention et repartir à la hausse. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les deux hypothèses semblent plausibles. On est un peu à la croisée des chemins. On est passé en dessous de 500 milliards d'euros pour ce qui est de la capitalisation. Pendant ce temps-là, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il n'y a pas que des négatifs. Pendant ce temps-là, Ledger, donc cette chère startup française, tu as peut-être vu ma vidéo sur la Ledger Nano, c'est une des deux entreprises les plus connues qui fabriquent des portefeuilles matériels, donc des hardware wallets. Ledger est particulièrement réputé, et Trezor l'est aussi, donc Ledger et Trezor, c'est les deux entreprises leaders sur ce marché des portefeuilles matériels. Donc ensuite, du côté Twitter, je relais un petit peu donc ce tweet de Not So Fast qui nous parle du fait que plein de nouveaux arrivants ne font pas attention à la dimension de market cap et de rareté. Donc c'est pas parce que le prix d'une crypto est faible que cette crypto n'est pas chère. Donc ça, je vais y revenir dans une vidéo qui va sortir bientôt. La différence entre le prix et la valeur, et le fait que le prix, c'est pas du tout en fait le truc le plus significatif quand vous allez juger une crypto-monnaie. Ensuite, pour parler de la technologie, parce que il y a l'action des prix, mais là, pendant ce temps-là, il y a toujours des gens qui travaillent sur la technologie, il y a des développeurs qui avancent, et il y a des entreprises aussi qui lancent des projets pilotes. Donc, parmi ces entreprises qui avancent, et parmi ces entreprises qui vont lancer des projets pilotes, il y a Blockstream, qui a lancé un magasin en ligne qui vous permet d'acheter quelques petites choses en utilisant Lightning. Donc pour l'instant, Lightning, c'est toujours expérimental, donc je ne vous conseille pas forcément d'aller essayer ça, sauf si vous savez ce que vous faites. Donc faites bien attention, parce que ça reste expérimental. La vision de Blockstream, c'est que oui, la technologie est encore expérimentale. Oui, il y a des risques de perte si vous essayez sans vraiment savoir ce que vous faites. Mais l'objectif ici, ce n'est pas de lancer une entreprise qui... Le but de cette entreprise, c'est pas de faire des ventes de toute façon en ligne d'énormément de produits. C'est pas une entreprise de e-commerce, c'est une entreprise de technologie. C'est une entreprise donc, qui a quelques développeurs qui vont travailler sur Lightning. Ils ont aussi quelques développeurs qui travaillent sur l'implémentation principale de Bitcoin. Et ils travaillent aussi sur d'autres projets par rapport à des entreprises, par rapport aux applications blockchain. Leur objectif, c'est donc pas de faire de la vente en ligne, mais c'est de montrer qu'on peut utiliser Lightning sur le mainnet et nous montrer le potentiel de Lightning. Nous montrer, regardez, on arrive à faire fonctionner Lightning sur le mainnet et des gens arrivent à acheter des choses avec. Et donc, oui, c'est pas encore idéal, oui, il y a encore des problèmes, oui, c'est encore expérimental, mais regardez, des gens peuvent aujourd'hui, dès maintenant, utiliser Lightning avec des vrais bitcoins et acheter des choses instantanément sur le site de Blockstream. Donc, voilà leur site, et c'est ça que vous allez pouvoir acheter. Ils vous disent bien, vous pouvez perdre des fonds. Hein, on parle bien de... Là, on n'est pas encore sur le Lightning final, on n'est pas encore sur l'implémentation finale, testée, sécurisée. Quand ça sera bon, quand ça sera prêt, ils vous le diront. Pour le moment, on est sur quelque chose d'expérimental. Et donc, ils ont développé quelque chose de très intéressant, qui est une intégration WooCommerce. Enfin, c'est un module WordPress WooCommerce, c'est utilisé sur plein de plateformes aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand Lightning sera lancé vraiment, cette fois-ci, quand Lightning sera lancé sans bugs, quand Lightning sera lancé non plus de manière expérimentale, mais de manière finale, alors des gens vont pouvoir très facilement intégrer à leur magasin déjà existant Lightning. Donc ce module-là, en fait, ça va être facile pour les gens qui font de la vente en ligne, pour les gens qui ont des e-commerce, d'intégrer ce module à leur site, et ils vont pouvoir lancer des ventes Lightning, ils vont pouvoir lancer des sites où vous payez avec Lightning, donc c'est très positif. On avait cette carte-là de Lightning sur le mainnet, donc on voit un réseau qui commence à s'organiser. Pour l'instant, on n'a pas de centralisation terrible qui semble s'afficher, parce qu'une des critiques, ou une des interrogations qui est faite à Lightning, ce serait qu'avec Lightning, on serait en train de recréer un système bancaire avec
des points centraux par travers lesquels toutes les transactions vont passer. Pour l'instant, c'est pas ce que l'on observe, alors que là, on est quand même sur le mainnet. On a 89 channels, que cet utilisateur de Twitter, je remettrai le tweet en description, voilà, nous dit que tous les détracteurs de Lightning nous disaient que l'expérience utilisateur sera terrible, hyper dangereuse, et que c'est prouvé mathématiquement que ça ne fonctionnera pas. Et pourtant, que se passe-t-il aujourd'hui? Des gens utilisent Lightning avec des vrais bitcoins. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Bien sûr, il faut voir ce que ça va donner dans le futur. Ça, c'est le réseau Lightning sur le testnet, pardon. Donc sur le réseau testnet, vous voyez que le réseau Lightning il est bien plus développé. C'est normal, il n'y a rien de choquant en cela, hein, puisque évidemment, la plupart des implémentations aujourd'hui, elles tournent sur le testnet, puisque les développeurs nous disent précisément de ne pas utiliser avec des vrais bitcoins, parce que le logiciel n'est pas prêt. Donc en dehors de Blockstream qui fait l'expérimentation sur le mainnet, toutes les autres implémentations travaillent sur le testnet. Donc vous voyez qu'on a quand même un réseau testnet qui est assez intéressant. Et évidemment, il faudra voir avec le mainnet, il faudra voir avec des vrais bitcoins. Alors, on a eu un bloc, et j'ai vu sur Twitter que certaines personnes s'interrogeaient sur cette chose-là. On a eu un bloc de 2 MB sur Bitcoin. Ça peut sembler bizarre, parce que c'est vrai que je vous avais dit que il y avait eu un peu un combat. Alors pour ceux qui étaient là, qui sont là depuis quelques temps, qui ont suivi ma chaîne depuis cet été, vous avez pu suivre ce débat qui avait eu lieu entre les personnes qui défendent des gros blocs, qu'on va appeler les big blockers, qui veulent que l'on augmente ces paramètres qu'on appelle la taille des blocs sur Bitcoin, et ils l'ont fait et ils ont créé Bitcoin Cash, et ces personnes qui disaient non, on va pas augmenter la taille des blocs, on va faire autre chose, cette autre chose ça s'appelle Segwit. Et aujourd'hui vous me dites c'est bizarre, parce que voilà, tu nous as dit qu'il y avait 2 alternatives, et qu'il y avait des gens qui voulaient augmenter la taille des blocs et des gens qui voulaient Segwit, et que c'était pas exactement la même chose. Et oui, effectivement, il y a bien ces 2 groupes-là. Pourtant, là, on voit qu'avec Segwit, on peut avoir des blocs de 2 mégas. Donc, oui, c'est bizarre. En fait, Segwit permet aussi de faire des blocs qui sont plus gros que 1 méga. Par contre, on n'est pas allé modifier le paramètre de taille des blocs. Quand on dit on augmente la taille des blocs, la solution d'augmentation de la taille des blocs de Bitcoin Cash, on va aller modifier ce paramètre de limite de taille des blocs, on va aller l'augmenter avec la conséquence que, à partir d'un certain point dans le temps, vous allez accepter des blocs qui n'auraient pas été acceptés avant. Ici, avec Segwit, les blocs que vous allez accepter sont toujours valides pour l'ancienne implémentation. Tout simplement parce qu'en fait, quand des nœuds Segwit, donc relaient des blocs Segwit sur le réseau, ils vont venir retirer une partie de ces blocs et le bloc restera valide et va descendre, en fait va ne faire qu'un seul méga en ayant, après que l'on ait retiré une partie de ce bloc. Et ce bloc sera toujours valide vis-à-vis des nœuds tournant sur l'ancienne implémentation. Donc on a conservé la compatibilité, mais on permet de faire des blocs plus gros. L'intérêt, c'est qu'on est passé par un soft fork. Pour qu'un bloc soit plus gros qu'un méga, vous avez besoin d'y mettre des transactions Segwit. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, avec Segwit, on fait des blocs qui sont encore perçus comme compatibles par rapport à l'ancienne implémentation non Segwit. C'est un soft fork, non pas un hard fork. Donc la conséquence, c'est que si vous mettez des transactions normales dans votre bloc, vous ne pouvez pas dépasser 1 méga. Par contre, si vous mettez des transactions Segwit, vous allez pouvoir dépasser ces 1 méga. En fait, on est venu réorganiser avec Segwit l'organisation des données dans les transactions. Je ne vais pas rentrer là dans le détail puisque c'est un hebdo, donc il faudrait vraiment faire une vidéo entière. Et moi-même, c'est vrai que c'est quelque chose que je commence à comprendre, mais qui même pour moi est complexe. Vous avez cet article de Jimmy Song, je vais vous le mettre en description. Malheureusement, c'est en anglais et j'ai pas encore trouvé de traduction française de cet article. Mais Jimmy Song, comme d'habitude, nous fait des articles techniques de vulgarisation qui sont toujours très très bien. Donc je vous le mets aussi en description pour ceux qui comprennent l'anglais, et vous pouvez tenter le Google Translate. Si vous voulez l'avoir en français, malheureusement, ça risque de pas donner vraiment que des bonnes choses, mais vous pouvez toujours essayer. On a remplacé en fait cette notion, cette dimension de block size par une idée de block weight. Donc la limite avec Segwit, elle est différente. Donc on n'a pas non plus supprimé complètement la limite, mais on y est venu mettre une limite de block weight, donc de poids du bloc plutôt que de taille du bloc. Encore une fois, Segwit est compatible.
avec l'ancienne implémentation. Donc, simplement, quand on remplit avec uniquement les transactions Segwit, on n'a plus cette limite de la taille des blocs, mais on a la limite de poids des blocs. Ce qui nous dit bien, c'est que donc, la capacité des blocs pour les transactions non Segwit, c'est la même qu'avant Segwit. Pour ce qui est des transactions Segwit, le maximum, ça va vraiment dépendre donc, de cette dimension de poids, et ça va dépendre de cette dimension de poids de données témoins, des witness data. Donc la limite vraiment maximale, très peu probable pour un bloc Segwit, ça serait 4 mégas, mais en fait, la plupart du temps, une fois qu'on aura une bonne adoption de Segwit, on arrivera simplement à 2 mégas. Segwit2x, il ne voulait pas augmenter en fait la taille à 2 mégas. Il voulait augmenter la taille à 2 mégas dans l'ancienne implémentation. Ce qui veut dire en fait qu'on aurait atteint 4 mégas. D'accord, 4 mégas en temps normal, et la limite pathologique, en fait, la limite vraiment maximum théorique, ça aurait été 8 mégas. On aurait eu 4 et 8, alors que là, on est à 2 et 4. D'accord, donc, Segwit2x, on aurait bien doublé par rapport à Segwit tout court. Simplement, il faut se rendre compte effectivement qu'on aurait doublé en non-Segwit, et si on double en non-Segwit, vous allez doubler aussi du côté transaction Segwit. Avec que des transactions Segwit, on aurait pu avoir 4 mégas et jusqu'à 8 mégas en théorique. Voilà, en conclusion, il nous dit que c'est un peu bizarre de parler de block size, de taille des blocs avec Segwit, parce que c'est pas la manière dont les blocs sont restreints avec Segwit. Donc c'est bien le poids des blocs qui compte. La taille des blocs devient une conséquence et non plus un paramètre. Alors que avant, la taille des blocs était un paramètre. Vous pouvez faire des blocs plus petits, mais vous ne pouvez jamais faire des blocs plus gros que cette taille des blocs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à très bientôt.